Alors, nous allons parler ce soir d'allergies. Nous arrivons dans la saison, mais on va voir qu'il faut toujours, si possible, préparer la saison avant. Donc, ce soir, voici le sommaire. Nous allons donc voir la prévention de l'allergie, donc 2 mois avant la saison, idéalement. On va voir quelques remèdes en aigu. On va voir aussi quelques remèdes de fond. Si vous ne savez pas ce que c'est le remède de fond, eh bien, on va l'expliquer plus loin. Et puis, nous allons voir d'autres possibilités thérapeutiques, donc en gémothérapie, en phyto, en oligo, et puis en Schussler. C'est là que l'on voit que nous avons beaucoup de possibilités thérapeutiques. Alors, première question, qu'est-ce que c'est l'allergie? On dit que l'allergie, le mot allergie ne veut rien dire. On devrait plutôt parler de désadaptation immunitaire. Les antécédents familiaux sont très fréquents. Nous, on parle en homéopathie de terrain allergique. Donc, en homéopathie, ça concerne le miasme de la psore. Donc, dans le pôle de la psore, qui correspond aux médecines chinoises, donc au pôle foie. Et nous avons donc le nosode psorinome, qui est donc la maladie de la gale, et puis le grand polycrès, donc le chef de file de tous ces remèdes, eh bien c'est sulfure, et puis on va justement en parler ce soir lorsqu'on parlera des remèdes de fond. Alors, ce soir, nous allons nous concentrer sur symptômes plutôt du rhume des foins, mais c'est clair que, comme on peut le voir ici, donc l'allergie, c'est une réaction excessive du système immunitaire face aux allergènes, mais ça peut être très bien des pollens, mais aussi acariens, poils d'animaux, moisissures. Il y a d'autres possibilités thérapeutiques qu'on ne va peut-être pas aborder ce soir, mais il y a aussi les isopathiques qui sont possibles. On avait fait un webinaire là-dessus. Donc, par exemple, pour des personnes qui seraient allergiques aux acariens, et il existe l'isopathique, donc acarien, et là, il est possible de le donner en dilution corsacovienne croissante en 30, 200, M et XMK. Donc ça, c'est aussi une possibilité avec les acariens, mais aussi avec les poils de chat et chien pour ceux qui sont allergiques. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et puis, autrement, au niveau des piqûres d'insectes, peut-être que vous pouvez, vous qui êtes des connaisseurs, qu'est-ce que vous donneriez pour les piqûres d'insectes? On ne va pas en parler ce soir, mais pour les abeilles, il y a un grand remède qui est l'abeille. Apis, ouais, super, merci. Et puis, moustique, on a aussi plusieurs remèdes. Il y en a 2 grands. Est-ce que vous arrivez aussi à me les donner? J'ai décidé de vous faire travailler ce soir. Oui, bravo. Culex, exactement ça, c'est juste. Culex pipiens, pour les piqûres de puces ou de moustiques. On a effectivement l'édome palustre qu'on le connaît bien aussi lorsqu'on se fait injecter un vaccin. Donc, c'est le remède des piqûres pour pas que ça enfle. Donc, on va aussi le donner suite à une piqûre de moustique. Et puis, on a aussi un grand remède, je ne l'ai pas vu passer, mais peut-être que vous l'avez dit, en prévention des moustiques. Est-ce que vous savez ce que l'on donne comme remède? Caladium, exact. Ben voilà, je ne vous apprends rien. Donc, Caladium saginum, on va le prendre en général 2 semaines avant la période d'exposition. Si on part en vacances, on va commencer 2 semaines avant. Et puis, on va le prendre à raison d'une dose en 9 CH les 2 semaines avant, pendant toute la durée du séjour. Et puis, ça va éviter, donc ça va créer une odeur douceâtre au niveau de la peau. Et ça va éviter que les moustiques n'aiment pas cette odeur. Et donc, ça va éviter qu'ils nous piquent. Et donc, on peut très bien jongler entre caladium, l'édome s'il y a quand même des piqûres, voire apis si on a un œdème et que cela enfle. Il y a d'ailleurs la spécialité qui se trouve, l'édome comp, qui contient apis et l'édome ensemble, qui est disponible. Tout à fait. Après, on a aussi pour les piqûres d'araignée. Alors ça, c'est peut-être moins courant chez nous. Bonsoir Lily.
Et donc, les piqûres d'araignées, on a plusieurs souches. On espère toujours ne pas se faire piquer par les araignées, mais il y a Tarantula cubensis, on a l'amygale aussi, on a Portia fimbriata, qui a été beaucoup utilisée justement pour les effets secondaires du Covid. On a la veuve noire aussi, la Trodectus. Donc là, on a toute une série aussi d'araignées. Donc, on a deux possibilités de traitement, c'est donc à titre préventif et à titre curatif. On peut tout soigner finalement en homéopathie, autant des problèmes d'urticaire, de dermatite de contact, d'eczéma. Eczéma, je ne vous cache pas, c'est un peu plus compliqué. Donc, en médecine chinoise, on dit bien que l'eczéma, donc c'est l'allergie à une polarité rein, du pôle rein. Et le grand remède qui est chef de file, c'est Natrum muriaticum. On va aussi en parler ce soir, vu que c'est un grand polycreste. Mais l'eczéma, ce n'est pas si évident. Il faut vraiment prendre en compte justement les antécédents de la personne, le terrain. Et c'est en trouvant un remède individuel que nous pourrons traiter l'eczéma. Donc, ce n'est pas aussi simple. Par exemple, urtica. Hein, vous connaissez un grand remède d'urticaire? Certainement. Vous pouvez me le noter aussi si vous y pensez. Oui, l'ortie, exactement, Urtica urens. Donc ça, c'est le grand remède de l'urticaire. Il y en a bien sûr d'autres. Hein. On a Roustox, il y a aussi Arsenicum, il y en a d'autres qui peuvent être utilisés. Rhume des foins, bon, on va le détailler ce soir ensemble. Et puis l'asthme, donc c'est l'allergie du pôle poumon hein, pour les Chinois. Et puis là, le grand remède chef de file, eh bien, c'est Arsenicum album. On va aussi donc le voir ce soir. Donc, il y a trois principaux groupes hein, qui peuvent déclencher une allergie pollinique. Alors, premièrement, il y a les arbres. Beaucoup sont allergiques, par exemple, au noisetier. Hein, ça, c'est quelque chose de très fréquent. On a les graminées, il y en a toute une série. Et puis, on a des herbes. Je vous ai quand même remis le calendrier pollinique que vous connaissez bien en travaillant en pharmacie au cabinet. Donc, il faut savoir qu'on doit commencer idéalement la désensibilisation 2 mois avant la période. Donc, ce qui veut dire, par exemple, pour le noisetier, hein, qui commence déjà janvier, certaines fois début février, eh bien là, on devrait déjà commencer début décembre, idéalement, la prévention. Et puis, je vous avoue que c'est difficile d'y penser parce qu'on n'a pas de symptômes et puis on est en plein dans la grippe, dans l'hiver et aussi dans les officines, ce n'est pas tellement ce que l'on met en avant à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est pas évident d'y penser au bon moment. Donc, on va voir qu'est-ce que l'on a comme possibilité au niveau de la prévention de l'allergie. Donc, nous avons le fameux pollen 15CH. Donc, il existe donc des boîtes, là, c'est 5 monodoses à 1 gramme. Et puis, c'est un mélange de pollen d'arbres et de graminées. Là, vous retrouvez justement ces 3 grands groupes de familles. Donc, vous allez retrouver les herbes. Hein. Il y a l'ambroisie, il y a l'armoise que vous trouvez dedans. Et puis, vous avez les arbres, le bouleau, vous avez le noisetier, l'aulne, le frêne. Et puis, vous avez également toute une série de graminées, la petite fenasse, la dactyle, etc. Si vous voulez la composition exacte, vous pouvez aussi la demander à Schmidt-Nagel parce que naturellement, c'est intéressant de savoir en fonction si la personne elle a fait des tests, elle sait exactement à quel pollen elle est allergique, eh bien, ça permet de voir si dans ce complexe-là, il y a les pollens qui sont intéressants pour votre patient. Ou alors, si ça n'est pas le cas, il y a encore toute une série de pollens qui sont possibles au détail que vous trouvez dans la nomenclature et puis qui peuvent être ajustés en fonction du besoin de votre patient. Donc, on va prendre une monodose de pollen toutes les 2 semaines. On débute justement 2 mois avant la période et il y a possibilité d'alterner avec poumon-histamine. Je n'avais pas vu, effectivement, tuberculinum pour le terrain. Effectivement, le pôle poumon, c'est tuberculinum. Et puis, si la personne, effectivement, a des problèmes respiratoires chroniques et de type tuberculinum, on peut le donner aussi. Ouais, c'est tout à fait juste. Alors, poumon-histamine, c'est une souche particulière parce qu'elle est d'origine animale. Elle est obtenue à partir d'un extrait de poumon de Kobe qui présente une allergie. Et c'est extrêmement efficace en temps en préventif qu'en curatif. Alors, on a remarqué que c'était les dilutions, on devait un petit peu les adapter en fonction de pourquoi on le prenait.
Donc, on va donner de la 12CH à titre préventif, et puis on va partir sur du 9CH en curatif. Et comme on doit répéter plus souvent quand on a les symptômes, on donne 3 granules 4 à 6 fois par jour. C'est pour ça qu'on part sur des granules et non pas des monodoses, pour déjà une question de coût, et ça permet de répéter en fonction de l'intensité des symptômes. Donc, le poumon histamine, vous pouvez le donner pour toutes les difficultés respiratoires, donc tous les problèmes d'asthme, de dyspnée, pas forcément uniquement en période de rhume des foins, mais vraiment pour tous les symptômes asthmatiformes. On devrait d'ailleurs le mettre dans les tiroirs à côté du Ventolin, dans la pharmacie, d'avoir ce poumon histamine et de le proposer directement aux patients parce que c'est une très bonne association. Et ça permet, si on le prend régulièrement à titre préventif, justement, d'avoir moins besoin à recourir à ce genre de médicaments. Il y a beaucoup moins de crises. Donc voilà les... Et si on a oublié de commencer 2 mois avant, ah oui, ça c'est une bonne question. Eh bien, à ce moment-là, on va faire du curatif. On va faire du curatif et puis on va répéter plus souvent, comme on le voit là avec le poumon histamine 9CH. Et pollen, c'est la même chose. Il y a possibilité de le prendre à titre curatif, mais je ne vous cache pas que ce n'est pas des plus efficaces. Donc, on va plutôt regarder après des remèdes dans l'aigu qui seront plus utiles. Là, c'est vraiment le pollen, c'est vraiment ce qu'on appelle une sorte de désensibilisation et c'est surtout utile si on le prend justement assez avant. Et puis oui, vous posez la question sur les enfants, femmes enceintes, adultes, seniors, c'est une très bonne question. Eh bien, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être pris par tout le monde. Théoriquement dès la naissance. Heureusement, en général, on n'est pas, bien que les enfants sont souvent touchés par l'absor, par les problèmes de peau, d'eczéma et assez rapidement, mais ça peut être théoriquement pris dès la naissance. Les femmes enceintes peuvent le prendre également, les seniors également. La posologie est la même, donc c'est facile. En général, on dit si c'est vraiment un petit qui a moins d'une année, pour éviter qu'il ait trop de globules en bouche, on va plutôt soit proposer la demi-dose ou de diluer dans un petit peu d'eau, à la limite de l'eau tiède, pour pouvoir donner à la cuillère. Si c'est utile en cas d'intolérance à l'histamine, alors c'est pas, d'après les résultats que j'ai entendus, c'est pas toujours très probant avec l'histaminum. Ça peut un peu diminuer. Après, on va plutôt partir, on va le voir après avec aller libre, où il y a d'autres possibilités qui sont peut-être plus adéquates. On va le voir après. Alors, nous partons maintenant sur les remèdes en aigu. Donc, vous allez bientôt être confrontés à ceci au comptoir. Le premier, on regarde peut-être juste de manière générale la posologie. Bien sûr qu'il y a plein de possibilités au niveau des posologies et des dilutions. On va se baser sur simplement la 9CH, qui est vraiment cette dilution moyenne et passe-partout, si on peut le dire comme ça. Donc, en 9CH, on va laisser fondre 3 granules 4 à 6 fois par jour. Toujours, on est bien d'accord, la bouche propre, donc idéalement en dehors des repas. Éviter de fumer, de boire du café, du thé avec la théine juste avant, vu que c'est, par exemple, les tanins, eh bien, ils vont être vasoconstricteurs, ils vont empêcher de bien agir au niveau des petits capillaires que l'on a dans la bouche et sous la langue. Et en phase aiguë, vous pouvez proposer 3 granules toutes les 15 à 30 minutes. Ceci dure un maximum 2 heures et on stoppe dès amélioration. Et ceci, c'est valable pour tous les remèdes que l'on va voir ce soir dans la partie des remèdes aigus. On commence avec notre joli petit oignon, donc l'allium cepa. Donc, c'est assez facile de retenir les symptômes de l'allium cepa parce qu'il faut simplement s'imaginer lorsque vous pelez un oignon dans votre cuisine et puis tout de suite, vous savez ce qui se passe. Le nez va commencer à couler abondamment, ça va couler clair
ça va commencer à avoir l'irritation sous le nez, vous avez l'impression que vous avez presque les narines en feu. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Allium cepa. Il y a également souvent un larmoiement. En revanche, c'est un larmoiement qui n'est pas irritant comme les sécrétions nasales. Hein. Donc, c'est uniquement des larmoiements abondants. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens quand ils ont le rhume des foins? Ça, vous l'entendez souvent. J'ai l'impression que que je n'arrive pas à me concentrer comme d'habitude. Je suis comme dans du coton. J'ai vraiment de la peine à me concentrer. Et ça, c'est typique, quelque chose qui va, avec l'allium cepa, ça va diminuer cette sensation-là et améliorer le confort aussi au niveau de la tête. Les modalités donc, de notre allium cepa, c'est améliorer en plein air. Ça paraît étonnant, hein, parce que malgré la charge pollinique plus élevée, quand on est dehors, on se dit que ça devrait être le contraire. Mais non, c'est améliorer au plein air. Et puis, c'est aggravé dès que la personne elle arrive dedans à la chaleur d'une pièce. Eh bien, et le soir, hein, elle va être aggravée. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas garder les habits dans la chambre à coucher. Et puis, par exemple, se laver les cheveux, justement pour éviter de ramener des pollens dans le lit, sur l'oreiller, qui pourrait aggraver la situation. Vous pouvez nous rappeler la correspondance CH et K? Oui, alors, il n'y a pas de correspondance possible entre CH et K vu que c'est deux modes de fabrication différents. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pour les Korsakoff, si vous le donnez, par exemple, là, pour des cas d'aigus, vous pouvez très bien partir sur un 30K, et là, vous allez le donner un peu comme la posologie en 9CH, 3-4 fois par jour. Et puis, si vous donnez une dilution 200K, eh bien là, vous allez donner maximum 3 granules, 1 à 2 fois par 24 heures. Donc, si vous voulez, la durée d'action est plus longue, avec des dilutions korsakoviennes que par rapport, par exemple, à une 9CH. Et puis, ce qui est peut-être important aussi de savoir par rapport surtout à la souche Allium cepa, eh bien, c'est le fait qu'il faut éviter de le donner en 5CH. Quand on connaît vous vous rappelez certainement, on a parlé plusieurs fois de cette règle de dilution en homéopathie. Les basses dilutions, elles fluidifient, et les hautes dilutions, elles inhibent les sécrétions. Donc, si on donne de l'allium cepa en 5CH, souvent, ça va encore accentuer le rhume, et puis la personne, elle ne va pas être spécialement contente. Avec la 9CH, donc depuis cette dilution, il n'y a plus de risque. Donc, favorisez plutôt une 9CH. Notre deuxième remède d'aigu, eh bien, il va toucher les yeux, c'est notre euphrase, ou bien aussi qu'on appelle casse-lunette, vous connaissez peut-être sous ce nom-là. Donc, c'est vraiment un remède connu pour tout ce qui est oculaire. Et là, eh bien, c'est assez facile, c'est que c'est complètement l'inverse de l'allium cepa. Ça veut dire que les larmoiements, ils seront irritants, et puis le coryza, il sera doux. Alors que dans notre allium cepa, c'est exactement l'inversion des sensations. Donc, ils peuvent très bien se compléter aussi selon les symptômes. Si on a des larmoiements irritants et un rhume qui coule et qui est excoriant, à ce moment-là, on peut très bien associer les deux souches. On le verra justement après avec je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait avant du complexe. Ça peut justement nous aider, ces complexes, parce qu'ils contiennent plusieurs souches à la fois. Et puis, donc ça a un plus large spectre d'action. Du coup, on le donne que lorsqu'on veut fluidifier. Alors, voilà, la 5CH, on va éviter, par exemple, l'arnica, on va éviter du 5CH s'il y a une opération, parce que ça va fluidifier au niveau sanguin. Par contre, il y a des souches où ça n'a pas tellement d'importance. Si on n'est pas dans une idée de fluidifier ou d'inhiber une sécrétion, c'est important, par exemple, pour l'allaitement, justement avec notre trisinus, qui en 5CH va favoriser l'allaitement, et puis en 30CH qui va inhiber, donc là c'est important. Et puis il y a d'autres souches, si on donne par exemple une plante ou un végétal qui n'a pas, pour des indications qui n'ont pas de soucis de sécrétion, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. En 7 pour les enfants ou 9, donc là encore une fois c'est égal entre un 7 et un 9, c'est très proche. Ce qui compte, c'est plutôt d'avoir sélectionné la bonne souche. Après, entre une 7 et une 9, il n'y a pas une grande différence.
La personne qui a les symptômes de l'euphrèse, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que ça va la lumière la dérange, elle va souvent cligner des yeux, elle a les yeux très sensibles. Et puis, certaines fois, ça accompagne aussi de toux. Toux en journée, s'accompagnement d'un larmoiement abondant. Ça, c'est des symptômes que l'on voit assez souvent avec cette souche. Donc, les modalités, c'est amélioration au plein air, la même chose, et puis aggravation à la chaleur confinée le soir, donc exactement comme notre allium. Et donc, pour notre triade rhume des foins, c'est la troisième souche, eh bien, c'est Sabadilla. Sabadilla, là, c'est surtout les éternuements qui sont le plus aggravés chez le patient. Ça déclenche vraiment des salves d'éternuements. Il en fait 15, 20 à la suite. Et puis, donc, ça coule comme allium cepa, ça coule abondamment au niveau du nez. Et puis, ce qu'il aura en plus, notre Sabadilla, c'est qu'il aura des picotements qui dérangent, qui fourmillent dans les narines et puis au niveau du palais. On va voir justement après d'autres remèdes qui ont ces sensations de picotement au palais. On le retrouve dans le rhume des foins, mais je pense que vous avez déjà aussi des patients qui vous ont dit, par exemple, dès qu'ils mangent un fruit, une pêche, et puis qu'ils seraient intolérants à ce fruit-là, et bien tout à coup ils disent ça me gratte dans le cou, ça me gratte dans le palais, ça leur prend. Eh bien c'est exactement les mêmes remèdes que l'on va utiliser en cas d'intolérance, par exemple, alimentaire avec un fruit. Et puis Sabadilla, il a encore une hypersensibilité à l'odeur des fleurs. Donc quand il sort, vraiment, il va tout sentir en XXL et puis ça le dérange clairement. Au niveau des modalités de cette souche, eh bien, c'est exactement le contraire de notre allium cepa et d'euphrasia qu'on a vu. Donc lui, il est amélioré dans une pièce chaude et puis il est aggravé en plein air, justement, par les odeurs de fleurs, des gazons, par exemple, qui est fraîchement tendu. S'il est allergique aux herbes, eh bien là, ça va être compliqué pour notre Sabadilla. Et puis maintenant, on va passer justement à des plus petits remèdes, mais qui sont très intéressants, et notamment justement quand il y a ces prurites qui sont importants au niveau de la voûte palatine. On en a deux. On a Arundo Donax, qui est la canne de Provence, et puis on a Arundo Mauritanica, qui est le roseau de Mauritanie. Alors, le symptôme de base, on va dire, est le même, c'est vraiment ce prurite de la voûte palatine, mais par contre, le Mauritanica, il n'y a pas de démangeaison au niveau du conduit auditif. Arundo Donax, le patient va se plaindre vraiment que ça monte dans les conduits auditifs et ça démange dans les conduits auditifs, ce que n'a pas du tout le roseau de Mauritanie. Donc, une simple question, vous arrivez à savoir de quel remède sera le plus adéquat. Et encore un remède avec également cette sensation de prurite, c'est Viessia. Viessia est la famille des Astéracées, communément on l'appelle les oreilles de mulet, peut-être que vous avez déjà entendu là-dessous. Alors, qu'est-ce qu'il a comme symptôme, notre patient Viessia? Eh bien, il a une sensation d'irritation et de sécheresse à la gorge, et tout le temps, il a besoin de se racler la gorge, et puis ça ne le soulage pas. Il est tout le temps constamment en train de... Et puis, il fait des bruits, on entend que ça le dérange. Il a l'impression d'avoir la gorge gonflée, et puis il a de la peine à déglutir. Donc, ça peut aussi être un remède qu'on va donner en synergie avec Apis. S'il y a vraiment de l'œdème dans le cou, on peut très bien le donner en duo avec Apis mellifica. Et puis, il a aussi des démangeaisons, alors du palais, mais aussi dans la partie postérieure des narines. Et puis, il a cette sensation d'arrière-nez sec qui le dérange. Donc là, j'ai fait juste un petit résumé, un diagnostic différentiel de ces 5 remèdes. Donc finalement, on en a vu 4, puis on va voir encore un 5e. Ils ont tous ce problème de picotement du palais.
Et puis, j'ai rajouté le 5e, c'est arôme triphyllum. Peut-être vous avez déjà vu ce remède par rapport au problème d'aphonie. Hein. C'est souvent un remède que l'on retrouve. On dit que c'est le remède des chanteurs quand ils ont trop usé leur voix. On en a deux. Hein. Il y a aussi Oromed qui a que l'on donne aussi en cas d'enrouement, perte de voix du chanteur. Et puis, donc, arôme triphyllum, eh bien, il aura, en plus de cette hormone, il aura les picotements du palais. Donc, il faut qu'il y ait cette association des deux symptômes, souvent, pour que ça nous fasse penser à donner arôme. Et puis, notre Arondodonax, eh bien, on sait qu'il a ce prurite, en plus des picotements du palais, il a le prurite du conduit auditif. Et puis, ce qu'il n'a pas, donc, notre Arondo mauritanica. Et puis, Viessia, ben, on va le reconnaître, eh bien, qu'il aura besoin de se racler la gorge, en plus des picotements du palais. Et puis, Sabaldila, eh bien, lui, ça va le piquer dans le palais, dans les narines, et en plus, il va faire que d'éternuer. Et puis, il a cette hypersensibilité hein, quand il est dehors aux odeurs des fleurs, des herbes. Quel remède chanteur? Oui, Erysimum, effectivement, oui, tout à fait, oui, on peut aussi donner Erysimum. Certaines le donnent, voilà, plutôt en phyto. Il faut juste quand même regarder au niveau de la toxicité, hein, sauf erreur, au niveau de la liste SHA, il n'est pas permis en TM. Donc vérifier, on le donne plutôt en général en DH ou à voir quelle dilution est permise au niveau de la législation. Il n'y a pas grand risque, hein, mais encore une fois, c'est mieux de se baser sur cette liste de Swissmedic. Alors, nous voilà, donc si vous voulez pas avoir trop de souches non plus dans vos tiroirs, eh bien, il y a ce complexe rhume des foins, cette triade, donc Allium cepa qui va agir au niveau du nez principalement, Euphrasia qui va agir principalement au niveau des yeux, et puis Sabadilla qui va surtout permettre de diminuer ces éternuements. Et là, comme c'est un mélange en 200 cas, eh bien justement, on va prendre uniquement 3 granules, une fois par jour, une fois par 24 heures, voire 2 fois si les symptômes reviennent. Et puis, donc, on arrête les prises des améliorations. Comme toujours en homéopathie, ça, il n'y a pas de différence. Alors maintenant, on va voir quelques remèdes de fond. Donc, vous allez me demander qu'est-ce que c'est un remède de fond. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer qu'est-ce que c'est un remède de fond en quelques mots ou est-ce que c'est une notion qui vous est connue? Ah oui, Ribes nigrum, on va en parler après, si jamais, quand on va voir justement en gémothérapie. Oui. Remède qui soigne la cause. Oui, très bien, ce que nous dit Julie. Traiter le terrain, ben, c'est exactement ça. Hein. Donc, un remède de fond, ben, c'est un remède qui correspond au type sensible de la personne, donc au simillimum, comme on appelle dans le jargon homopathique. Donc, on trouve des points en commun, non pas seulement sur des symptômes physiques, hein, mais on va aussi trouver des points en commun sur le psychisme de notre patient, sur les généralités du patient. Donc, on va justement creuser auprès de notre patient, savoir s'il désire, s'il a aversion alimentaire, savoir s'il a facilement soif, qu'est-ce qu'il boit, est-ce qu'il aime le chaud, le froid, qu'est-ce qu'il améliore, qu'est-ce qu'il aggrave, hein, toutes ces modalités qui vont nous permettre de nous retrancher et de cibler au mieux vers le remède de fond de la personne. Alors ce soir, on va en voir 4 qui sont des grands remèdes de fond sur terrain allergique. Hein. Donc, le premier, c'est Arsenicum album. Vous le connaissez certainement, par exemple, pour les problèmes d'intoxication alimentaire, hein, parce que c'est surtout pour ça qu'on va le donner dans l'aigu. Donc, notre Arsenicum album, hein, c'est notre remède des AAA. Hein, il est affaibli, il est asthénique, il est amaigri, il a de l'angoisse, de l'anxiété. Et puis surtout, eh bien, il a peur de la mort. Pourquoi est-ce qu'il a peur de la mort? Parce qu'il pense qu'il n'y a rien après. Et ceci, ça l'angoisse fortement. Et toute sa vie, eh bien, on dit que ça tournera autour de ce thème profond. Donc, si vous donnez une haute dilution d'arsenicum, il doit toujours avoir une corrélation avec la mort. Votre patient, il doit vous dire, voilà,
j'ai peur de la mort. D'ailleurs, Arsenicum, il n'aime pas rester seul, il a besoin de compagnie. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de compagnie? C'est pas parce qu'il aime les autres du tout, hein, parce que c'est pas quelqu'un de sociable, hein, comme notre Phosphorus, par exemple, qui a besoin de communiquer. Mais lui, simplement, il a besoin de compagnie parce que ça le rassure, justement, par rapport à la mort. Alors, c'est des hypochondriaques, hein, les arsenicomalbomes, ils ont peur de la maladie, ils ont peur du cancer, et surtout, ils sont très, très maniaques, hein, ils sont méticuleux, ils sont avares. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le confondre, par exemple, avec notre Phosphorus, hein, qui lui donne de bon cœur. Et un des grands symptômes général de ce remède, eh bien, c'est justement l'asthme. Hein. L'asthme, c'est de l'asthme qui peut survenir ensuite de suppression dans les problèmes de peau. Donc, par exemple, justement, Arsenicum fait facilement enfant de l'eczéma. Donc, on va lui mettre des corticoïdes, hein, même localement. Ça va provoquer finalement ce qu'on appelle une suppression, un blocage. Et puis ensuite, eh bien, cet eczéma va se transformer souvent en crise d'asthme, en asthme. Et de ce terrain topique, eh bien là, Arsenicum, il va vraiment, si on est dans ce type sensible, hein, sur des personnes qui sont anxieuses et qui ont cette peur de la mort qui domine le tout, ça peut aussi être, par exemple, à la suite de la perte d'un être cher, quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre, hein, et qui, depuis là, il pense tout le temps à la mort. Eh bien, des fois, en donnant une dose d'Arsenicum, ça peut débloquer la situation. Au niveau des symptômes physiques, eh bien, chez Arsenicum, il y a tout qui brûle, hein, donc il va aussi avoir un écoulement abondant au niveau de ces symptômes du rhume des foins. Et puis, ça va aussi, comme on a vu avec Allium cepa, eh bien, ça va être excoriant, hein, au niveau de la lèvre supérieure à force des sécrétions. Et comme ces sécrétions sont irritantes, eh bien, ça va irriter sa peau. Et il va se plaindre de douleurs brûlantes. Et d'ailleurs, Arsenicum, hein, vous le connaissez, c'est un grand remède de cancérologie. Et puis, on le retrouve facilement aussi pour les symptômes suite de radiothérapie, hein, quand ça brûle beaucoup. Est-ce que l'aspect de la peau type eczéma est rouge, irrité, crevassé? Alors oui, en tout cas, ça peut l'être. Si après c'est trop crevassé, hein, il y a d'autres remèdes plus spécifiques, hein, comme nitrique acide, où c'est vraiment des ulcérations, où ça sera plus profond que notre arsenic. Mais oui, ça peut tout à fait être rouge, irrité et crevassé. Ouais, tout à fait. Et puis là, effectivement, on va pouvoir le donner, hein, en 200K ou en 9CH. Si on le donne pour un problème d'asthme, eh bien là, on va peut-être partir sur un 9CH pour pouvoir justement en aigu le répéter toutes les 15 minutes. Hein. Au niveau des modalités de notre arsenicum, lui, il est aggravé au grand air. Donc, encore une fois, ce n'est pas égal à Allium cepa ou à Euphrasia. Et puis, il est amélioré par la chaleur, par une pièce chaude. Il est très, très frileux, hein, notre arsenicum. Donc, justement, la chaleur lui fait du bien. Ça, c'est aussi une question quand on cherche le remède de fond, toujours demander à la personne si elle est plutôt de nature réchauffée ou frileuse. Ça nous permet déjà de faire un bon tri par rapport au remède. Est-ce qu'une personne qui est dépressive et maniaque sans la peur de la mort, on peut aussi le donner à Arsenicum album? On dit toujours, hein, que si on donne Arsenicum, il doit avoir quelque chose en lien avec le thème de la mort. Si la personne elle est dépressive, on va voir après, par exemple, maintenant on arrive sur le remède natrum mûr. Vous allez voir, peut-être ça va plus vous parler, parce que les natrums, hein, la famille des natrums, eh bien, c'est toujours en lien avec de la tristesse. Alors là, on voit ce soir Natrum muriaticum, hein, qui est justement le grand polycreste. Il existe d'autres natrums, hein, natrum phos, natrum carbe. Et en fonction, eh bien, on va peut-être partir, en tout cas, quand il y a un chagrin prolongé, de la tristesse, il y a bien des chances qu'il y ait un type sensible natrum. Après, on a d'autres remèdes, hein, par exemple les végétaux avec Ignacia, s'il y a eu un deuil. Mais les natrums, il y a toujours un lien avec la tristesse.
Donc, le type sensible de natrum muriaticum, eh bien, c'est des personnes secrètes, renfermées. On dit toujours qu'elles ont un mur comme muriaticum autour d'elles, et puis elles ne vont pas facilement se confier aux autres. Elles ont en plus un besoin de solitude, elles vont souvent se retirer. Ce n'est pas des gens qui, justement, on parlait avant de Phosphorus, qui adore communiquer, qui adore être avec les autres. Eh bien, notre natrum mur, c'est tout le contraire. Il va rester un peu en retrait, il va ressasser des événements désagréables du passé. Souvent, il ne va pas extérioriser les choses, donc il va avoir un refoulement émotionnel, il va garder pour lui, et puis finalement, tout ceci va le conduire à ce qu'il tombe malade. Donc, au niveau des symptômes allergiques, eh bien, on va retrouver un écoulement fluide et aqueux, et puis on dit que les sécrétions, elles sont comme du blanc d'œuf cru, puis avec la même texture. Donc, vous imaginez le blanc d'œuf cru, et puis ça donne les sécrétions natrum mur. Alors, au niveau du nez, mais aussi pour les femmes, par exemple, elles auront des corées qui auront exactement la même texture et la même au niveau visuel. Si allergie autour de la zone périnatale avec humidité dérangeante. Oui, encore une fois, il faut bien que ça périanal. Ok, donc oui, si ça correspond au type sensible de natrum mur, ça, bien sûr, ça peut. Mais comme toujours, il faut prendre en compte le type sensible. C'est important si on veut réussir à avoir en tout cas une amélioration sur le long terme. Est-ce que natrum mur peut être utilisé chez une personne qui a très peur des examens? Alors, oui, natrum mur peut être dans une peur des examens, mais vous connaissez, qui c'est qui connaît d'autres remèdes pour la peur des examens? On a par exemple Gelsemium aussi, qui est un grand remède de peur, de trac. Donc là, c'est plutôt un végétal. Gelsemium, il va être tremblant, il va plus être capable de réfléchir. S'il a un examen oral, il va être complètement paralysé. Il va aller faire pipi avant. Il a vraiment beaucoup de sensations de stress, de peur. Donc, à voir quel remède sera le plus adéquat en fonction des symptômes de la personne. Argentum nitricum, exactement, ça c'est aussi un grand remède de trac par anticipation. Et puis Argentum nitricum, lui, il va être très précipité, il va tout écrire quand il reçoit sa feuille, il va presque bafouer tellement il va vite, c'est parce qu'il a une nature précipitée. Et puis Argentum, on va savoir, on va le reconnaître. Natrum mur, il aime plutôt de sel. Argentum nitricum, il aime plutôt de sucré. Il est très sucrerie, très bec à bonbons. Donc ça, on va pouvoir aussi différencier en fonction de toutes ces généralités. Voilà, on a Kalium Phos aussi. Kalium Phos, quel grand remède du problème de concentration des étudiants quand ils sont surmenés, stressés, puis ils sont épuisés. On a Kalium Phos qu'on peut donner aussi, notamment dans le numéro 5 des scènes de Schussler. Donc, il y a plein de possibilités, notamment pour la peur des examens. Toujours bien prendre en compte la globalité du patient. Au niveau, donc, natrum mur, souvent, il va se plaindre aussi qu'il a une obstruction nasale, c'est bouché, il a la respiration difficile. Et puis, je vous l'ai mis aussi que c'est un grand remède d'eczéma, principalement autour de la bouche. Justement, c'est le problème parce qu'il a de la peine à parler. Et puis, on va le retrouver aussi comme grand remède de l'herpès, notre natrum mur. On a donc aussi Roustox, on en a d'autres, mais dans les remèdes de fond, les personnes qui ont un terrain à faire de l'herpès, on retrouve notre natrum muriaticum. Les modalités, eh bien, c'est une aggravation dans une pièce chaude et puis une amélioration au grand air. Donc là, encore une fois, on est à l'inverse, par exemple, d'arsénicum que l'on vient de voir. On va passer à Nux vomica. Donc, Nux vomica, je crois que je pense que toute personne qui est là ce soir connaît Nux vomica. Donc, c'est la graine du vomiquier. Elle contient de la strychnine, qui est un alcaloïde très toxique. Et donc, le type sensible Nux vomica, eh bien, c'est des personnes qui sont dominées par l'ambition, le désir de réussir.
Et c'est des personnes donc qui vont abuser des stimulants pour tenir le coup, hein, parce qu'elles ont besoin de tenir le coup, elles ont beaucoup de volonté. Et puis, on dit que c'est des chefs qui ne sont pas très agréables, hein, du fait qu'ils sont irritables, sont colériques. Ils ont une saturation, on dit, physique et psychique. Donc, notre Nux vomica, c'est aussi un chef de file. Hein, on a vu par rapport au pôle foie, hein, qui est le pôle des allergies, du rhume des foins. Eh bien, on a psorinum, le nosode, on a sulfure, le grand polycreste, et puis juste celui qui suit sulfure, eh bien, c'est Nux vomica. Donc, Nux vomica, il peut aussi avoir des problèmes de peau, hein, notamment. Et puis, alors, il a une modalité clé, Nux vomica, hein, il est aggravé tôt le matin. Donc, lui, il va se lever de mauvaise humeur, et puis il va éternuer. Alors que pendant toute la nuit, il aura le nez bouché. Donc, lui, il a le nez bouché la nuit, et puis ça coule le jour, et il éternue le matin. Avec cette triade-là, vous reconnaissez aussi notre Nux vomica. Et puis, on en voit beaucoup des Nux vomica, donc ça, c'est facile de les repérer. Et puis, justement, je vous parlais d'un très proche de Nux, c'est sulfure, le soufre. Alors, sulfure, il a un type sensible un peu différent, puis on va pouvoir, grâce à ça, les différencier. Sulfure, il a un ego démesuré, il est très centré sur lui-même. Il a plein d'alternances dans les symptômes psychiques. Alors, on dit qu'il peut être généreux comme très avare. S'il est flatté, il va être généreux, et puis autrement, il va plutôt être avare. Il est par moments très travailleur s'il est flatté et qu'on l'encourage. Et puis d'un autre côté, par moments, il peut être extrêmement paresseux. Il est égoïste puis altruiste. Donc, il y a vraiment beaucoup d'alternance de symptômes et d'ambiguïté. On dit que l'on retrouve plusieurs types de sulfures. Hein. Il y a les sulfures maigres. On dit le sulfure maigre, il est philosophe, il va beaucoup parler avec ses amis, il refait le monde. Et puis, on a d'autres types de sulfures qu'on appelle les sulfures gras, hein, qui sont les bons vivants et puis qui ont tendance à trop manger, à trop boire. Ils aiment partager. Et puis, eux, ils vont grossir avec le temps. Ils ont tendance à prendre de l'embonpoint parce qu'ils se laissent aller, ils se laissent vivre. Donc, on dit toujours qu'une constitution sulfurique, eh bien, c'est des personnes qui sont normaux-lignes. Quand elles sont enfants, elles n'ont pas de l'embonpoint. Hein. Il y a d'autres constitutions, comme la constitution carbonique, hein, le calcarea carbonica. Eh bien, ça, c'est des gens qui, depuis tout petit, ils auront à lutter contre le poids. Depuis tout jeune, ils auront tendance à être enrobés. Notre sulfure, ça n'est pas le cas. Hein. C'est plutôt avec l'âge qu'il va prendre du poids parce qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. Et puis chez sulfure, eh bien, il y aura de toute façon une relation avec la peau. Donc, on est en plein dans la psore et ça gratte. Hein. Il peut faire du prurite, plein de sortes de prurites différents, de l'eczéma, mais au final, il a toujours des problèmes de peau et c'est quelque chose qui va toujours se plaindre, c'est que ça gratte. Il peut aussi faire de l'asthme allergique comme arsenicum. Il n'est pas autant axé sur l'asthme, hein, comme arsenicum qui est sur le pôle poumon. Avec sulfure, il y a moins de soucis d'asthme et plus de soucis de peau qui sont prédominants. Et puis, donc, il a une aggravation la nuit à la chaleur du lit. C'est assez facile aussi à retenir. Pourquoi? Parce que notre sulfure, il a toujours trop chaud. Hein. Et puis, du coup, la nuit, avec son duvet, il a trop chaud. Donc, on dit qu'il sort les pieds du lit parce qu'il a trop chaud. C'est un remède qu'on doit quand même faire attention lorsqu'on le prescrit parce qu'il a une action centrifuge. Hein, donc, ça va faire sortir les symptômes. Donc, quand on donne un sulfure, c'est tout à fait possible qu'il y ait une aggravation au niveau de la peau. Et certaines fois, ça peut être assez violent. Donc, c'est bien de le dire aux patients. Vous allez avoir une aggravation, mais c'est pour une amélioration. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué des fois de passer cette phase d'aggravation qui n'est absolument pas agréable pour le patient. Mais on sait que si elle a lieu, c'est que c'est bon signe, c'est que ça sort et que c'est des symptômes qui ne resteront pas à l'intérieur. Hein. Quel dosage sulfure pour des enfants prurites depuis la naissance? Alors,
On va toujours quand même regarder l'énergie vitale de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant qui est en bonne santé? Voilà, c'est un enfant qui a déjà des autres soucis de santé? Mais s'il n'a pas de problème de santé, on peut tout à fait monter les dilutions, partir avec une 9. Si ça se passe bien, on va passer à la 12. Si ça se passe bien, on va passer à la 15 et puis aller jusqu'à une 30 CH. Il n'y a aucun souci, on peut faire par palier, par échelle. Après, on adapte toujours. Si on voit qu'après une 9 CH, il réagit très fortement, alors on va pas monter tout de suite à une autre dilution. On va attendre, quitte à redonner la même dilution pour pas que ce soit trop violent au niveau des symptômes et trop gênants. Parce qu'après, ils ne reviennent plus au cabinet. On a terminé le chapitre de l'homéopathie à proprement parler, puis on va voir qu'il existe d'autres thérapeutiques que vous connaissez aussi très certainement. J'ai sélectionné un bourgeon parce que le plus important au niveau des tropismes de l'allergie, c'est naturellement notre Ribes nigrum, le cassis, qui est un bourgeon que l'on appelle adaptogène. Donc, on l'utilise pour réguler tout ce qui a trait au stress, mais il est très efficace en tant qu'anti-allergique, cortisone-like, anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent au printemps. La contre-indication, c'est la femme enceinte sans avis médical. Ah, j'ai pas vu, pardon, pas de réponse. Que puis-je donner à ma patiente? Donc, on donne sulfure. Voilà, merci. Oui, donc vous pouvez donner, si c'était vous parliez de l'enfant, vous pouvez partir sur une 9 CH. C'était ça la question. Je précise peut-être parce que je vois qu'au labo, il y a souvent un amalgame qui se fait. Donc, en gémothérapie, on a soit les macérats mères qui sont les concentrés, ou on a les macérats glycérinés 1DH qui sont finalement une dilution ou 1/10. Ce qui veut dire que dans un 1DH, on a 10% de macérats mères. Donc, si souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on reçoit des commandes et ce sera marqué Ribes nigrum BGMG, donc bourgeon macérat glycériné, mais on ne peut pas savoir si la personne, elle veut du 1DH ou du macérat mère. Et ce qui se passe, c'est que parfois, les posologies, elles sont quand même multipliées par 10, donc ça change la posologie et c'est bien de préciser. On va le voir juste après, justement, les posologies, de préciser si c'est un DH ou du macérat mère. Donc, on va commencer 3 semaines idéalement avant la période allergique avec un bourgeon, voire même plus. On dit 3 semaines à 2 mois avant. Donc, en dilution 1DH, la posologie, elle sera de 1 goutte par kilo de poids et par jour répartie en 3 prises. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, on prend un adulte qui fait 75 kilos, on va donner 25 gouttes matin, midi et soir, approximativement, on est bien d'accord. Donc ça, on peut avoir la même règle de posologie pour les enfants dès 4 ans. Pour les macérats mères, c'est différent. Justement, on va plutôt diviser par 10. Là, on ne les a pas en flacon compte-gouttes. On a une petite gamme, donc je me donne une petite gamme de macérats mères qui sont en spray de 20 millilitres. Et dans ce cas-là, une pulvérisation, c'est environ 5 gouttes. Donc, quand vous avez un spray en macérat mère, vous allez donner 1 à 3 sprays par jour pour un adulte. Et puis, pour les enfants, selon l'âge et le poids, on va être à une pulvérisation par jour, voire 2 pulvérisations par jour. Juste faire attention que cette gamme, tous ne sont pas en macérat mère pour des raisons aussi de législatifs. Donc, sauf erreur, il y a par exemple le Ficus carica, il doit être en DH. Donc, si jamais regardez bien quand vous les commandez, si c'est un mère ou si c'est un DH. Non, pour le prurite au niveau de la zone périanale avec humidité. Désolée d'insister.
Alors, non, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre aux... Les PM peuvent être en gouttes. Ah oui, il y a mon collègue aussi qui précise, effectivement, ça c'est une bonne chose. Donc, pour le prurite au niveau de la zone périanale, alors si on part sur un remède aigu, hein, imaginons que vous n'avez pas trouvé le remède de fond, parce que là on parlait des remèdes de fond avec par exemple natrum mûr, si vous donnez un remède aigu, vous allez partir sur une 9CH et vous donnez 3 granules 3-4 fois par jour. Vous regardez pendant quelques jours comment ça évolue. Si ça s'améliore, vous stoppez. S'il n'y a pas d'amélioration, vous stoppez aussi. Et puis là, ça sera intéressant de réévaluer le cas. Et puis c'est clair que si par contre vous avez trouvé le remède de fond de la personne qui correspond bien au type sensible de la personne, à ce moment-là, vous donnez une dose en 30 CH en prise unique. Et là, vous ne répétez pas, vous attendez, hein, on attend 2-3 semaines, on regarde comment ça évolue. C'est le wait and see, hein, on s'attache les mains dans le dos, on attend, on regarde ce qui se passe. J'espère que ça vous est peut-être plus clair maintenant. Vous n'avez pas trouvé de traitement de fond. Oui, alors dans ce cas-là, il vaut mieux partir donc, sur une dilution plus basse, hein, comme une 9CH. On a le aller libre, qui n'est pas un aller libré, mais je pense qu'il y a eu un souci avec la dernière lettre. L'année libre, avant, peut-être vous vous souvenez, il s'appelait le Bemi Novum. Hein. Vous avez peut-être encore des demandes sous ce nom-là. Donc, c'est simplement la même composition qu'avant, mais il a changé de nom. Donc, c'est une composition, c'est de l'œuf de caille, donc il y a un régulateur allergique. Donc, l'œuf de caille, ce qui est utilisé pour ce complément alimentaire, c'est du blanc d'œuf de caille, parce qu'il renferme de la glycoprotéine, l'ovomucoïde, et puis elle a un fort pouvoir inhibiteur de l'histamine. Et cet aller libre, eh bien, il a plein d'indications intéressantes, notamment pas uniquement pour les pollens, mais aussi, comme on l'a vu, pour les acariens, les poils de chat et chien, les poils de cheval aussi, hein, toutes sortes de plumes d'animaux chez les oiseaux, les problèmes, on a aussi des gens qui ont des soucis avec les moisissures, eh bien, cet aller libre va couvrir toutes ces indications-là. Et aussi, justement, en cas d'asthme, réaction cutanée. Ces compléments alimentaires, on peut tout à fait très bien les associer avec un traitement homopathique. Hein, ça sera une très bonne synergie. Je vous ai mis la posologie justement de cet aller libre. Donc, c'est des comprimés que vous pouvez croquer, 2 comprimés par jour, à commencer 2 mois avant la période allergique. En cas de crise aiguë, vous pouvez donc croquer au minimum 4 comprimés par jour. Je vous avouerai encore une fois, c'est un peu comme le pollen, c'est toujours plus intéressant de prendre en prévention qu'à titre curatif. À titre curatif, je vous conseille plus facilement de partir sur un remède en aigu. Et puis, on peut le donner environ à partir de 4-5 ans. Et puis, en général, à cet âge-là, on divise par 2 la posologie. On peut donner aller libre à des animaux. Alors, il faut toujours quand même voir le poids de l'animal. Là, on voit que, par exemple, pour les humains, c'est à partir de 5 ans. Donc, si c'est un petit animal, il faudra quand même bien adapter la posologie et puis voir s'il n'y a pas d'intolérance par rapport au principe actif. Hein. Donc, prudence quand même avec les animaux. Là, il vaut mieux s'adresser directement aux vétérinaires parce qu'il y a quand même passablement de contre-indications pour les animaux, hein, notamment avec des excipients comme l'oxylite, hein, qu'on sait qu'ils sont hépatotoxiques pour les chiens. Il vaut mieux être prudent. Par exemple, justement, les cobayes ou ce genre d'animaux, hein, ils sont aussi très allergiques à cette substance, donc ils feraient un choc anaphylactique. Hein, donc, si une personne est allergique aux œufs, ok. Jean-Bernard, voilà, qui a répondu. Mon collègue, il m'aide à répondre aussi aux questions, donc je le remercie. En phytothérapie, eh bien, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais sélectionné une autre plante. Cette fois-ci, j'ai pris le plantago parce que le plantago, c'est une plante qui est magnifique hein, au niveau de son action antihistaminique.
anti-allergique. Donc, la partie utilisée dans la teinture mère de Plantago, de plantain, donc c'est la feuille et la partie fleurie. Et puis, elle est très riche en flavonoïdes, qui est un dérivé de la quercétine, ce qu'on retrouve par exemple dans l'oignon rouge. Et on va pouvoir, c'est une plante qui pousse partout. D'ailleurs, je pense que vous la connaissez de la voir au bord des chemins, des champs, des prés. On la voit partout. Et on dit toujours que le plantain, il supporte d'être piétiné. Il est toujours au bord des chemins, piétiné. Et malgré tout, il arrive à retrouver sa forme, son énergie. Donc, une plante qui peut nous aider quand on se balade, si vous vous faites piquer par des orties, par exemple, eh bien, vous allez forcément trouver un plantain qui n'est pas très loin. Et puis, vous prenez une feuille de plantain et vous allez frotter doucement sur la partie, sur l'urticaire que vous avez été touché. Et c'est magique, c'est vraiment instantanément, ça va tout de suite calmer l'urticaire. Donc, un excellent anti-allergique. Et puis, au niveau psychique, on dit que le type d'être humain correspondant au plantain, il éprouve de la difficulté à supporter la réalité. Il a tendance à se réfugier dans les rêves, dans l'imaginaire. Et puis, justement, cette dominante émotionnelle, elle fragilise l'énergie vitale et puis elle entraîne une faiblesse pulmonaire. Et donc, les gens qui correspondraient à ce type-là peuvent justement prendre du plantain. Là, on va le donner facilement en teinture mère ou en basse dilution pour ceci. Je n'ai pas compris la poso pour les animaux. Alors là, justement, mon collègue Jean-Bernard a noté 2 fois un comprimé par jour, apparemment pour les animaux. Et puis toujours quand même aussi regarder le poids de l'animal, bien sûr. Et puis le plantain, c'est l'avantage, je m'excuse, je reviens juste en arrière, on peut le donner à tous depuis 3 ans. Justement, l'astragale qu'on avait vu la dernière fois, c'est aussi un modulateur de l'immunité comme le plantain, mais il a beaucoup plus d'effets indésirables, de contre-indications. On ne peut souvent pas le donner avant 12 ans. Il y a les personnes qui auraient des immunosuppresseurs ne peuvent pas la prendre. Avec le plantain, il y a beaucoup moins de contre-indications. Donc, c'est une plante qu'on devrait penser plus souvent. Combien de comprimés par kilo du poids de l'animal? Alors, on n'a pas, je crois, c'est un complément alimentaire, donc on n'a pas une posologie très précise par rapport au poids de l'animal. Mais il faut toujours garder en tête une logique. Si on part d'un enfant de 5 ans par rapport à 2 comprimés, eh bien on peut plus ou moins estimer le poids par rapport à ça. Mais je pense que selon quel animal vous voulez traiter, il est mieux de demander au vétérinaire quand même avant, si c'est OK. Au niveau des oligos, eh bien, il y a aussi des possibilités en oligothérapie. On a sélectionné naturellement le manganèse, qui est vraiment le régulateur de la fonction immunitaire. Il inhibe la sécrétion d'histamine aussi. Donc, c'est aussi une belle possibilité d'améliorer le terrain allergique. Donc, on va le donner autant pour un rhume des foins, aussi de l'asthme, des problèmes d'éruption cutanée, toujours sur un terrain topique. Et puis là, je vous ai mis des associations qui sont possibles en aigu. Parfois, on peut l'associer au soufre. Mais je dirais que c'est comme le sulfure en homéopathie, il faut quand même être prudent parce que certaines fois, en aigu, de donner du soufre, ça peut faire une aggravation. Donc là, on va aussi être prudent avec le soufre. Voici le mode d'emploi Oui, il y a eu de nouveau des lettres bizarres. Donc, l'oligothérapie, au niveau du mode d'emploi, eh bien, ça dépend le nombre d'oligo-éléments qui se trouvera dans le flacon. On dit que les unitaires jusqu'à 3 oligo-éléments, et pour les adultes en préventif, ça va être 2 ml 1 à 2 fois par jour. À titre curatif, 2 ml 2 à 5 fois par jour. Et puis, dès qu'on arrive à plus de 3 oligo-éléments, eh bien, on peut passer à la même posologie, mais avec 5 millilitres. Pour les enfants de 5 à 10 ans, on divise par 2 la dose. Et puis, pour les enfants de 1 à 5 ans, on va donner un quart de cette dose.
Mais j'ai pas suivi toutes les questions. Si grosse allergie, manganèse risque de faire réaction plus, je donne plutôt manganèse cuivre. Oui, alors effectivement, je pense que c'est un bon conseil, hein. Manganèse cuivre, ça me paraît aussi moins risqué par rapport au risque, par rapport au soufre, hein, si on l'associe par exemple au soufre. Ouais. Mhm. Quel remède donner à un enfant ayant nez bouché en permanence et dormant la bouche ouverte sans écoulement nasal? Est-ce qu'il y a un rapport avec de l'allergie, hein? Ça, c'est déjà la première question à se poser. On a vu avant, hein, le nez bouché, il y a plusieurs remèdes pour le nez bouché, notamment Nux vomica, qui a ce nez bouché toute la nuit. Et puis quand la journée, il a par contre le nez qui coule beaucoup. Est-ce que ça correspond à ces symptômes-là? Dans ce cas-là, si le type sensible correspond à quelqu'un, un enfant qui est plutôt très actif et surmené, eh bien, on peut peut-être partir sur un Nux vomica. Et puis autrement, si ça n'est voilà, ça correspond, alors magnifique. Après, on a d'autres remèdes comme Sambucus, hein, le sureau, qui est un grand remède de nez bouché aussi. On a aussi tous les ammoniums, c'est des remèdes de nez très, très bouché. Mais il faut voir toujours l'ensemble. Et puis, nous allons terminer avec les sels de Schussler et l'allergie. Alors ça, c'est la triade que l'on donne à titre préventif, 2, 3, 8, calcium phos, ferrum phos, natrum chlore, un natrum chloratum qui, des fois on me demande, hein, c'est le synonyme de natrum muriaticum. Donc c'est exactement la même souche, simplement qui est écrite différemment. Donc là, on va aussi commencer idéalement 2 mois avant le début de la saison du rhume des foins. Et puis, dans ce cas-là, on peut partir sur une posologie de 2 comprimés de chaque 3 fois par jour. C'est toujours des posologies moyennes, hein, qu'on peut toujours adapter. Et au niveau curatif, on va s'axer sur le 3, hein, qui est vraiment l'anti-inflammatoire, le 3 et le 8. Et puis là, ça va vraiment diminuer l'écoulement nasal et puis ça va justement aussi agir sur les larmoiements et les éternuements. Il y a possibilité de mettre ces comprimés dans une bouteille d'eau, bien agitée, puis de boire durant la journée. Et puis, il y a également souvent la question pour les problèmes d'intolérance au lactose, comme ces comprimés, et si on le prend sous le mode comprimé, ils sont à base de lactose, hein, et donc il y a plusieurs possibilités, soit les prendre en gouttes, ou alors, si on le prend en comprimé ou en trituration, c'est de laisser décanter, on va laisser les comprimés fondre au fond d'un verre d'eau, et puis on va boire simplement le liquide en laissant la poudre blanche qui contiendra que le lactose au fond du verre. Et puis l'eau, elle contiendra le remède qui sera surnageant. J'ai réitéré ma question, quel remède donner pour le prurite périanal avec humidité dérangeant? Mais alors là, personne âgée, ça ne me suffit pas pour donner malheureusement, un remède clé. Parce que le prurite, il y a énormément de remèdes au niveau anal, hein, il y a énormément de remèdes. Et puis, il faudra vraiment poser des questions pour pouvoir déterminer quel remède sera le plus adéquat. Après, on peut partir sur des remèdes, comme on l'a vu, en aigu, hein, sur le prurite de manière générale. Mais par contre, si vous voulez vraiment bien cibler, là, il faudra poser des questions sur la personne pour pouvoir mieux cibler. Surtout sur les modalités, hein, qu'est-ce qui va la soulager? Est-ce que le chaud, est-ce que le froid, est-ce qu'elle applique du chaud dessus? Est-ce que ça va améliorer? Est-ce que ça ne va pas améliorer? Et tous ces modalités vont nous aider à trouver un remède. Mais après, si vous n'avez pas d'informations, partez sur un remède de prurite. On peut très bien partir sur les grands remèdes de prurite de l'Absor, hein, que ce soit justement sulfure, en étant quand même prudent. On peut partir sur un urtica aussi. On peut partir sur un roustox s'il y a un petit peu des vésicules. Regardez aussi si c'est plutôt des petits boutons. Là, par exemple, comme quand on se fait piquer par les orties, ben là, ça sera plutôt urtica urens. Rousse toxicodendron s'il y a vraiment ces vésicules avec de l'eau. Si ça améliore avec la chaleur, on sera plutôt arsenicum ou rousse toxicodendron. Si c'est amélioré avec le froid, on va partir sur d'autres remèdes comme apis si c'est un petit peu avec de l'œdème. Et puis ceci va nous indiquer quel est le remède le plus indiqué pour ce prurite. Je suis navrée de pouvoir vous donner un renseignement plus précis,
mais on a besoin des modalités et de ces renseignements pour partir sur le bon remède. Hein. Les 2 comprimés de chaque fois 6 dans une bouteille du coup. Exactement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Voilà, là, j'ai juste fait un petit résumé. Comme ça, vous avez sur 2 slides. Alors, pour la prévention, voilà tout ce que l'on peut faire. Encore une fois, on n'a pas besoin de tout prendre, mais il y a aussi certaines personnes qui réagissent mieux à un traitement ou à l'autre. Donc, parfois, on va aussi en tâtonnant et puis on remarque que certaines personnes réagissent mieux. Donc, on va adapter. On a donc notre pollen qui peut être pris en prévention, notre complément alimentaire aller libre, poumon histamine, surtout pour les personnes qui ont des troubles asthmatiformes. On a la triade préventive des sels de Schussler et on a aussi l'oligothérapie avec le manganèse. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de... Et il y en a d'autres, hein, on n'a pas tout parlé. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis là, eh bien, je vous ai mis les remèdes en aigu les plus courants. Donc, Allium cepa, quand le nez il coule clair, il coule énormément. Euphrasia, si les yeux ils sont touchés avec des larmoiements qui sont douloureux et puis qui brûlent. Notre poumon histamine hein, qui va donner de l'air en cas d'asthme allergique. Sabadilla pour les éternuements qui sont spasmodiques, comme Nux vomica, mais qui est notre remède de fond. On a notre Arodonax pour les prurites du conduit auditif des narines et de la voûte palatine. On a notre autre Arundo hein, qu'on peut y penser s'il n'y a pas le prurite du conduit auditif. Et puis Viessia en cas de démangeaison du palais avec ce besoin de se racler la gorge. Et puis c'est non soulagé par le raclement. Avec ça, vous avez vraiment déjà des remèdes qui vont vous aider dans l'aigu. Alors, c'est très bien si le résumé vous aide. Hein. Des fois, on a besoin d'avoir une slide, une feuille qui permet de tout voir en un coup d'œil. Donc, je reste volontiers, merci beaucoup pour vos remarques, je reste volontiers disponible si vous avez des questions, naturellement. Je vous remercie pour votre fidélité, ça fait plaisir. Et puis, je réponds aussi tous les jours de la semaine de 14h à 15h30 sur le chat. Hein. Vous pouvez aussi me poser des questions, justement, notamment, je pense à ce prurite périanal. Revenez à moi sur le chat, comme ça, je peux vous poser des questions précises et puis on peut regarder. Je vous donne encore le thème pour la prochaine fois. Le 20 mars, on va parler de l'organothérapie pour se soigner. Ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'organothérapie. On va voir les principales souches qui vous sont utiles dans le quotidien. Et puis, si vous avez besoin de télécharger un prospectus, il y a ce site où vous trouvez beaucoup de prospectus avec les indications, les posologies, quand vous cherchez quelque chose. Merci beaucoup pour votre attention, votre soirée. Je vous souhaite une belle fin de semaine et puis portez-vous bien. Merci à tous pour vos retours. Non, pas de souci, je suis là pour répondre à vos questions. Bonne soirée Lily. Au revoir Hélène.
Alors, le sulfure, ah Lily, oui, peut-il être systématiquement être conseillé lors de varicelle? Alors, pour la varicelle, on part plus facilement encore sur le Roustox comme remède de, le premier remède qu'on va penser pour la varicelle, c'est Roustox. Et puis après, on regarde comment ça évolue, hein. Les 2, 3 premiers jours, on va donner Roustox, quand il y a vraiment la vésicule. Et puis dès que ça commence à sécher, eh bien, on va plutôt donner, par exemple, le Mesereum, graphite, Mesereum, pour faire, pour la cicatrisation, pour faire partir la croûte. C'est en général les deux grands remèdes, plutôt pour la varicelle. Voilà, c'est comme l'herpès en fait. Roustox, dès qu'il y a ces vésicules, eh ben, on peut partir sur Roustox. Merci beaucoup en tout cas de votre connaître mon remède de fond. Je peux prendre rendez-vous avec vous. Ah, oui, bah, bien sûr, bien volontiers. Bien volontiers, j'accueille toute personne au cabinet qui veut bien venir. Vaccinotoxinum. Vaccinotoxinum, il est très utile, hein, pour tout ce qui est au niveau des virus. On va le donner facilement en prévention, hein, par exemple des herpès. C'est un très bon remède préventif. Oui. Ah ben volontiers. Alors au plaisir. Je serais contente de mettre des visages sur certains participants. Alors bonne soirée, merci et à demain. Ah, mais j'ai vu, oui, oui, je reconnais, il y a des noms. Julie, je sais que ça fait longtemps que vous me suivez. Oui, oui, j'ai de la chance d'avoir des fidèles. Merci à vous.